Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes connectés nombreux ce soir pour assister à notre webinaire de présentation Siena Dette Privée Défense Europe. Je suis David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière à la France Mutualiste. Et je suis accompagné ce soir de Philippe Rocat, directeur de fonds chez Siena Investment Manager. Bonsoir Philippe. Bonsoir David. Sans plus tarder, je vous propose de regarder le programme pour ce soir, qui se résume assez simplement en 3 parties. Je vais d'abord vous rappeler effectivement pourquoi nous avions choisi au sein de la France Mutualiste, du coup, un fonds sur la thématique de la défense. Philippe ensuite reviendra effectivement sur le fonds à proprement parler pour présenter ses caractéristiques et les objectifs du fonds. Et puis, je terminerai enfin cette présentation en environ une demi-heure par les raisons finalement de pourquoi la dette privée donne du sens à votre épargne. Et on terminera éventuellement par quelques questions, s'il nous reste bien sûr quelques minutes. Notre équipe connectée à distance sera là également pour répondre à l'intégralité de vos demandes, ou en tout cas fera pour le mieux. Sans plus tarder, donc, et en introduction, je voulais tout d'abord vous expliquer pourquoi nous avions retenu une thématique autour des enjeux de la défense. Alors, ça aura échappé effectivement à personne depuis mars 2025, dans un contexte de forte tension géopolitique, qui se sont également renforcées, hélas, depuis quelques jours maintenant. La question du financement de la défense redevient finalement une question centrale pour les grands pays européens. Et nous avions lancé effectivement une étude IFOP où 63% des Français s'étaient exprimés, en tout cas dans le cadre de cette étude, et estimaient que les dépenses militaires doivent être augmentées. 44% de ces sondés disaient prêts à investir finalement dans un produit d'épargne spécifique pour financer la défense de la France. Donc un besoin finalement autour du secteur de la défense, un besoin urgent de modernisation, de relocalisation et aussi des objectifs finalement de production de plus en plus rapides. Donc, dans ce contexte, dès le 14 mars 2025, Siena Investment Manager annonçait le lancement d'une stratégie de financement en dette privée dédiée au soutien des PME et des ETI. C'est ce que tu vas nous présenter ce soir, mon cher Philippe. Et c'était le fonds Siena Hephaestos. Et dans la continuité, effectivement, la France Mutualiste a Excusez-moi, un léger problème technique qui fait que ça a coupé. Je reviens tout de suite à la présentation. Que j'ai ici. Hop. Voilà, navré. Donc du coup, j'ai expliqué que la France Mutualiste avait alors décidé, toujours accompagnée par Siena Investment Manager, de proposer un fonds dédié au secteur de la défense depuis tout simplement novembre 2025. Il est possible de souscrire effectivement à ce fonds au sein du contrat Acte Épargne 2, donc proposé par la France Mutualiste. Bien sûr, je rappelle que cette présentation est exclusivement réalisée à titre d'information. Elle ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation, une offre ou un conseil d'investissement. Pour cela, bien sûr, il faut être accompagné par l'un de nos conseillers. Philippe, je te passe finalement la main tout de suite. Peux-tu nous présenter, et tout d'abord, en quelques mots, Siena Investment Manager? Alors, Siena Investment Managers est une société de gestion qui est sur le point de devenir une filiale de Malakoff Humanis. Donc, l'acquisition par Malakoff Humanis est en cours de finalisation. Nous gérons 33 milliards d'euros, 30 milliards sur des stratégies liquides, c'est-à-dire des actions cotées, des obligations cotées, obligations d'État, des choses comme ça, et 3 milliards en dette privée. On va regarder tout à l'heure ce que c'est la dette privée. En dette privée, nous finançons donc des entreprises. Nous avons une activité financement d'entreprise, essentiellement des PME, des ETI, en France et dans d'autres pays européens. Nous avons une activité également de financement d'infrastructures et une activité de financement pour le secteur public. La dette privée, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, de même que pour les actions, vous avez ce qu'on appelle private equity, c'est-à-dire les actions privées ou les actions cotées. Mais dans le domaine de la dette, vous avez 3 grandes catégories de dettes. Vous avez la dette bancaire, qui en Europe est prédominante. Vous avez la dette obligataire cotée
qui est également assez importante en Europe. Les proportions sont inversées, par exemple, avec les États-Unis. Et puis, vous avez un marché qui est un peu plus petit, qui s'appelle la dette privée, qui n'est ni bancaire, ni obligataire coté. Ce sont des fonds d'investissement qui lèvent de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels ou de gens comme vous. Et cet argent est prêté soit à des entreprises, soit à des projets d'infrastructure, soit parfois également chez nous à des collectivités locales. Donc, un de vos domaines, en tout cas, de prédilection. Du coup, concrètement, si on parle du fonds Siena Dette Privée Défense Europe, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fonds, Philippe? Alors, le fonds, comme on va le voir, on va rentrer un peu plus dans les détails, c'est un fonds qui est destiné à financer les entreprises européennes du secteur de la défense. Alors, ce n'est pas financer Airbus, ce n'est pas financer Dassault, ce n'est pas financer Naval Group, qui n'ont pas besoin de nous pour ça, mais c'est très largement financer des petites entreprises de ce secteur ou alors, très largement, la chaîne d'approvisionnement de ces grands groupes. On va voir un tout petit peu tout à l'heure quels sont ces enjeux-là. Donc, ce fonds, il vise d'apporter une rentabilité de 5% par an. Alors, c'est un objectif, hein, ce n'est pas en soi une promesse de rendement, c'est un objectif. Et ce fonds a une durée de vie qui est de 10 ans, pouvant être prolongée de 1 année. Comme c'est un fonds de dette, c'est moins risqué qu'un fonds investi en actions. Et en plus, ce fonds-là va prendre des sûretés auprès des emprunteurs, de sorte à davantage protéger ces investisseurs. Donc, si je résume en tout cas ce qui est affiché ici, donc effectivement, on a 5% de performance nette par an visée et en moyenne sur la durée de l'investissement, c'est important de le rappeler. Alors, ça fait 4,20% à peu près net de frais de gestion du contrat à la France Mutualiste, donc Acte Épargne 2. Et effectivement, on voit l'indicateur de risque ici qui se situe sur une échelle de 1 à 7 au niveau 3. Donc effectivement, un risque mesuré qui est cohérent avec la classe d'actifs dont on parle. Plus concrètement, Philippe, avant donc, de passer effectivement au secteur de la défense en lui-même qui est financé et avec, je le sais, tu seras intarissable d'exemples, je voulais rappeler ici bien sûr le risque que comporte le fonds, un risque de perte en capital qui est bien naturel, mais tu l'as expliqué aussi, il y a des garanties liées à ces financements réalisés à travers le fonds. C'est un risque puisqu'il y a une exposition au marché financier, bien sûr, un investissement au sein d'entreprises et du secteur de la défense particulier. Risque d'illiquidité éventuel, ça j'y reviendrai en tout cas sur la fin de la présentation, et puis un risque de durabilité qui est lié à la classe d'actifs, encore une fois, financée. Plus précisément, je te laisse la main pour nous présenter le secteur et pourquoi finalement c'est pertinent aujourd'hui d'aller financer la défense, pourquoi vous avez choisi cette thématique. Alors, je suppose que si vous êtes connecté sur ce webinaire, c'est que vous êtes déjà sensibilisé au sujet relatif à la défense, à la géopolitique. Donc, on ne va pas faire en cours sur la situation actuelle en matière de géopolitique. On sait que, voilà, vous savez que pendant les 30 dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, il y a eu ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Par quoi ça s'est traduit, les dividendes de la paix? Ça s'est traduit concrètement par le déshabillage de nos armées, qui se sont retrouvés de plus en plus démunis, non seulement en termes d'effectifs, parce qu'on est passé par exemple en France d'une armée de conscription à une armée professionnelle, mais également en matière de matériel. Ainsi, les pays européens, en dehors de la Russie, avaient en 1992 à peu près 19 000 chars. Aujourd'hui, il y en a à peine entre 4 000 et 4 500, donc à peu près 3/4 de chars ont disparu. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à 19 000 chars parce que tout ce qui est stratégie, tactique, etc. a beaucoup évolué et on voit bien en Ukraine que les chars ne peuvent plus avoir le même rôle qu'ils pouvaient avoir il y a une trentaine d'années, mais n'empêche, on est quand même très fortement sous-équipé en matière de chars. Il faut savoir sur 4 400 chars qu'il y a en Europe, le pays qui a le plus de chars, c'est la Grèce qui en a à peu près 1300. Le deuxième pays qui en a le plus, c'est la Pologne qui en a 1000. Donc, la Pologne et la Grèce, à tous les deux, ont plus de la moitié des chars que le reste de l'Europe en dehors de la Russie. Donc, vous voyez qu'il y a un fort besoin de rééquipement. En France, on a à peu près 220 chars Leclerc. La moitié est opérationnelle et l'autre moitié sert de réservoir de pièces détachées pour ceux qui sont opérationnels parce qu'on ne fabrique plus de pièces détachées. Et vous avez la même chose sur les avions de combat, sur les sous-marins, sur les navires de surface, etc. Vous avez donc une attrition en matière de matériel. Aujourd'hui, il est nécessaire de réarmer nos armées
de les rééquiper avec des équipements, on va dire, classiques, avions de combat, donc des Rafales, des sous-marins, des frégates. On parle de nouveaux porte-avions nucléaires, des chars, différents autres types de blindés légers et autres, des munitions. Il y a énormément besoin de munitions. Aujourd'hui, on dispose d'obus de 155, peut-être, on a peut-être une cinquantaine de milliers en stock, alors que les Ukrainiens en tirent une dizaine de milliers par jour. Donc, il y a un fort besoin de reconstitution, non seulement des parcs d'équipements, mais également des stocks de munitions, des stocks de rechange. Donc, tout ça, c'est un effort budgétaire considérable que doivent mener les armées françaises, mais également des autres pays européens. Et du coup, si je puis me permettre, c'est l'objectif du plan Réarme Europe, c'est ça? Alors, le plan Réarme Europe, alors, il y a beaucoup de communication avec Bruxelles, donc c'est des choses à prendre toujours avec des pincettes. Donc, 800 milliards qui ont été annoncés, donc ça sonne bien, 800 milliards. Bon, 800 milliards sur 3 ou 4 ans, ça fait plutôt marrer les Américains, parce que 800 milliards d'euros, c'est ce qu'ils mettent chaque année. Et bientôt, pour eux, ce sera même la moitié de ce qu'ils mettront chaque année d'ici 4 ou 5 ans. Donc, bon, on va dire que c'est mieux que rien. Donc, ces 800 milliards, c'est quoi? C'est 650 milliards en fait, de latitude budgétaire par rapport à Maastricht. On a les sacro-saints 3% de déficit budgétaire autorisé. Là, Bruxelles va dire aux États, bon, vous avez le droit de déraper parce qu'il s'agit de rééquiper vos armées, donc c'est prioritaire. Donc, on va être plus indulgent avec vous pour ne pas vous sanctionner. Plus de latitude pour financer un secteur qui en a besoin. Alors, illustré par le contexte, effectivement, des fois un peu anxiogène, on peut le comprendre, là n'est pas le sujet, mais finalement, effectivement, un secteur qui a besoin de financement, en tout cas de capitaux, et qui, a priori… Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le secteur. Aujourd'hui, ce sont les États qui ont besoin de financer. Et ça, cet argent-là va irriguer, en effet, l'économie, le secteur. Et il y a 150 milliards également qui, en plus, seront des prêts accordés par l'Europe aux différents États européens qui investiront dans du matériel européen. D'accord. Ensuite, il y a toute la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle du matériel européen. Et là, les Américains sont très forts pour brouiller les cartes. Puisque, par exemple, ils assemblent les F-35 de Lockheed Martin, sont assemblés pour le marché européen en Italie. Donc, les Américains disent c'est du matériel européen. D'accord. Intéressant. Alors, comment elle est organisée les entreprises qui travaillent dans la défense et dans la chaîne d'approvisionnement de la défense. La chaîne d'approvisionnement, en fait, ce sont les différents rangs de fournisseurs. Par exemple, vous avez Airbus, on va dire Dassault, c'est encore plus français. Dassault, qui fabrique le Rafale, il assemble des pièces sur le Rafale. Certaines de ces pièces peuvent venir de chez Safran, de chez Thales, mais également, ça peut être des pièces usinées, plus ou moins petites, ou alors des pièces d'aérostructure, c'est-à-dire ça peut être des ailes, des portes, des hublots, des choses comme ça, qui sont fabriqués par des sous-traitants. Ces sous-traitants eux-mêmes vont s'approvisionner auprès d'autres sous-traitants. Donc, vous avez le rang 1, rang 2, rang 3, vous pouvez aller ensuite, comme ça, vous arrivez quasiment jusqu'au rang de celui qui fabrique la matière première. Les achats des armées sont à peu près 75%, 80% d'achats auprès de grands groupes de défense que vous connaissez tous bien. C'est Dassault, c'est Thales, c'est Safran, c'est Naval Group, c'est MBDA qui est moins connu, mais pour les missiles, c'est Rheinmetall, c'est Airbus. Et vous avez à peu près 20-25% qui sont des achats faits auprès de PME, entreprises de taille moyenne, etc. Les intermédiaires. Voilà, qui fabriquent des matériels ou qui sont des prestataires de services dans la maintenance, etc. Donc, vous allez vous dire, ben voilà, 80% de ce marché-là, c'est les grands groupes, ils n'ont pas besoin ils ont juste besoin de se baisser pour ramasser de l'argent sur les marchés de capitaux. Qu'est-ce qu'on vient de nous embêter à financer ce secteur? Bon, il y a quand même les 20% qui restent, qui sont très importants, mais également Airbus, sur son chiffre d'affaires, est à peu près 60 à 70% du chiffre d'affaires qui est constitué d'achats de composants. Et ces composants sont souvent fabriqués par des PME et des ETI qui ont des besoins de financement. Et elles-mêmes s'approvisionnent auprès d'autres PME et ETI.
parfois auprès de grands groupes, évidemment aussi. Donc, dès lors que vous commencez à regarder l'ensemble de cet écosystème, vous voyez que des gens comme Airbus, comme Thales, comme Dassault, ils reposent sur des entreprises qui peuvent être de très petites entreprises. Certaines pièces critiques du Rafale sont fabriquées par une entreprise qui compte 5 salariés. C'est quasiment des entreprises qui tiennent dans un garage. Donc, vous voyez qu'il y a en réalité beaucoup d'entreprises. On estime qu'il y a en France plus de 4500 entreprises qui contribuent à alimenter le marché de la défense. Donc, du coup, des défis qui sont plutôt bien identifiés, un secteur qui est bien identifié, tu le rappelais effectivement, donc une chaîne d'approvisionnement finalement qui exige de la modernisation, l'extension de sites de production des fois, et puis l'augmentation finalement de la production. Donc, c'est tout ça en fait qui fait l'objet du financement, donc illustré rapidement sur cette slide, mais du coup, c'est le secteur d'investissement auquel va répondre le fonds. Et donc, du coup, les épargnants qui investissent à travers le fonds Siena Dette Privée vont aller financer cet écosystème. Et on comprend bien qu'on n'est pas sur les grandes entreprises. Et d'ailleurs, moi, il y a un exemple souvent que tu cites qui est assez emblématique, je trouve, c'est justement, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est les boulons finalement sur le Rafale. Oui, il y a forcément une PME qui les fournit et cette PME peut avoir du coup besoin de financement pour augmenter la production, moderniser peut-être la production. Je vais donner un autre exemple. Etc. Je vais donner un autre exemple, par exemple. Ou juste avant? Oui, juste avant, s'il te plaît. Excusez-nous, ce sont les aléas du direct. Vas-y. Il y a des besoins, comme le disait David, augmenter les capacités. Les capacités, ça se traduit par des lignes de production à moderniser ou à augmenter, mais également des stocks supplémentaires. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'était pas pressé de livrer. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'attendre le stock pour lancer la production. Il faut avoir le stock de l'intrant, de la matière première ou des composants pour pouvoir lancer la production. Il suffit d'une pièce qui manque pour arrêter la production. Donc, pour augmenter les cadences, il faut des stocks. Donc, tout ça, les investissements, les augmentations de cadence, etc., ça nécessite des ressources financières importantes. Alors, en France, il y a encore des commandes qui peuvent être attendues, etc. On fabrique des gros engins, des avions, on fabrique des bateaux, des choses comme ça. On fabrique un petit peu avec NDS ou avec Arcus quelques blindés légers. En Allemagne, vous avez beaucoup plus de commandes sur des blindés, sur des munitions, etc. Donc, l'augmentation des cadences pour les industriels allemands se ressent déjà très fortement parce qu'ils ont des commandes de chars, de munitions, d'obus, etc., de la part de clients qui peuvent être la Pologne, la Norvège, l'Allemagne, pourquoi pas la France, la Suède, etc. Mais nous avons été approchés par une entreprise dont le chiffre d'affaires dans le secteur de la défense en 2023 était de 2 millions d'euros, sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires au total. Et en 2028, le carnet de commandes est de 36 millions d'euros dans le secteur de la défense. Ouais. Donc, cette entreprise-là, aujourd'hui, elle n'est pas capable de livrer ça. Elle fabrique des attaches pour les roues des chars que fabrique Rheinmetall et KNDS Deutschland. Donc, c'est un savoir-faire particulier. C'est le seul fournisseur de ces attaches pour les roues. Et donc, elle a besoin, cette entreprise-là, de ressources financières pour pouvoir suivre, pour pouvoir honorer les commandes qu'elle reçoit de Rheinmetall. Et donc, c'est là où vous intervenez et aidez effectivement à financer. Alors, juste pour être synthétique, et parce que le temps passe toujours très vite, trop vite. Je suis très bavard. Mais c'est en même temps un sujet hyper intéressant. C'est qu'effectivement, on retrouve donc ce sujet de PME, ETI à aller financer. Donc, à travers le fonds, c'est un sujet de financement finalement de 30, 45 peut-être emprunteurs, pour qu'on se représente aussi qu'est-ce qui va figurer finalement dans le fonds. On va avoir effectivement à peu près 5%, je dirais, de la part du fonds pour chacun des émetteurs, et puis toujours avec ce rendement cible, en tout cas de 5% en moyenne et sur la durée, pour rappel, qui est fait. Alors, du coup, un financement également, et ça tu l'as souligné, c'est important de le rappeler, qui est également donc sécurisé, adapté au secteur de la défense, notamment par des garanties. C'est vrai que finalement, financer, c'est un métier. On comprend qu'on intervient ici plutôt à côté de la banque, qui va peut-être financer d'autres sujets ou peut-être éprouver peut-être
plus de difficultés à financer ou avec des garanties qui sont différentes, bon, bah là, ce n'est pas parce que nous finançons en dette privée que nous n'allons pas prendre de garanties. Enfin, en tout cas, que si on prendra toujours des garanties. Voilà, vous prendrez toujours des garanties qui peuvent être l'État, ça peut être des garanties sur stock ou d'autres sûretés, en tout cas, que tu as évoquées. On a déjà en portefeuille, par exemple, en effet, une garantie qui est une créance sur l'État, donc au titre de crédit impôt charge. Donc, c'est une entreprise très innovante qui fabrique des microprocesseurs destinés à des supercalculateurs qui peuvent être utilisés pour des data centers, mais aussi pour faire des calculs très sophistiqués sur la dissuasion nucléaire, par exemple. Ça peut être également des titres de société. Par exemple, lorsque ce sont des fonds de private equity qui font des acquisitions dans ce secteur pour ensuite concentrer des entreprises et faire des petits champions plutôt que d'avoir toute une nuée de PME. Il est important de constituer également des champions, donc de faire une concentration. On peut avoir des lignes de production également ou des stocks en garantie. Et ça, c'est important également parce que ça permet à des Airbus, à des Dassault, à des navals également de sécuriser à travers ce paquet de sûreté leur accès à l'outil de production. Et ça, c'est quelque chose qui fait que ces grands groupes industriels, et on va le voir dans la page d'après, travaillent avec nous, apprécient de travailler avec nous pour nous proposer des fournisseurs, pour également analyser les dossiers, parce que nous constituons des sûretés qui leur permettent de sécuriser l'accès à l'outil de production et de s'assurer que si jamais un jour l'entreprise a des difficultés, ils ne seront pas dépendants d'un tribunal de commerce pour savoir qui va reprendre ce matériel. On choisira, nous, avec eux, le repreneur parce que nous aurons les actifs absolument stratégiques pour poursuivre l'exécution de contrats relatifs à la défense. Du coup, je profite sur cette slide et pour finir un petit peu le propos et la présentation du fonds, c'est qu'effectivement, vous avez un positionnement finalement privilégié puisque vous êtes aussi bien en contact avec l'État, les syndicats professionnels, que certains fonds d'ailleurs spécialisés, et puis surtout en lien aussi avec la BITD, la base industrielle de technologie de la défense, donc qui vous permet aussi d'identifier ces entreprises stratégiques et quelque part aussi de faire les bons choix sur qui accompagner et pourquoi accompagner, donc savoir finalement celles qui ont les carnets de commandes un peu pleins et qui vont de toute façon effectivement être nécessaires au développement du secteur. Alors, on travaille beaucoup avec la DGA, donc la direction industrielle de la DGA, on leur parle à peu près toutes les semaines. Il y a des banques d'affaires qui nous apportent des dossiers pour le private equity, mais ensuite également, c'est vrai que nous travaillons étroitement avec des départements achats de Dassault, de Safran, de Naval Group ou de MBDA qui nous ont apporté déjà des dossiers. Et ça, c'est très important pour identifier des dossiers dans lesquels investir, pour analyser le profil de risque des entreprises, parce que comme ça, on travaille directement avec ceux qui nous disent « oui, le carnet de commande qui vous est présenté, il est crédible ». Et également pour analyser les actifs à prendre en sûreté pour sécuriser non seulement la créance, mais également l'accès des industriels à l'outil de production. Très bien. Merci Philippe pour toutes ces informations. Alors, je profite effectivement de te remercier en tout cas pour ce que tu viens de présenter et laisser cet avertissement qui rappelle bien sûr encore une fois que c'est un produit financier qui nécessite un accompagnement et que ce qu'on a présenté ici en tout cas ne figure pas objet de recommandation. Ça nécessite bien sûr une étude par rapport à votre situation. C'était extrêmement clair. On va passer du coup très rapidement à la dernière partie que j'évoquais, donc pourquoi et comment la dette privée peut donner du sens à votre épargne. Et je rappelle du coup effectivement les règles d'or pour bien investir. Encore une fois, il faut commencer par définir son projet et son objectif de placement. Toujours intégrer donc l'horizon, est-ce qu'on va être sur du court, du moyen ou du long terme? Finalement, d'ailleurs, c'est ce que tu fais au titre de tes investissements, Philippe, et à travers le fonds de Siena. On détermine un profil de risque qui vous correspond, donc prudent, équilibre ou dynamique éventuellement. Et puis surtout, il faut savoir être patient. On le voit bien ces derniers jours, les marchés peuvent être agités et finalement, c'est le long terme qui va vous apporter la sérénité. Et là, on est bien par exemple sur ce type de financement dans la durée avec un revenu complémentaire. Il n'y a pas de volatilité. Où il y a beaucoup moins de volatilité, parce qu'on est décorrélé d'ailleurs des marchés sur le fonds Siena dette privée. Donc ça, ce sont les règles d'or pour investir. Maintenant, la dette privée, tu fais bien de le redire, c'est quelque chose de particulier. Alors déjà, il faut se rappeler ce qu'est le non-coté en lui-même. Un fonds non-coté, je le rappelle, ça désigne un investissement réalisé dans des entreprises non cotées en bourse. Les capitaux sont investis directement donc, dans l'économie réelle. Là, ça peut être des projets d'infrastructure, de la création d'emplois, de l'aménagement du territoire. Et ce type de placement s'inscrit effectivement, bien sûr, dans la durée. Et donc, qu'est-ce que la dette privée en tant que telle?
c'est ce que tu viens d'expliquer. Eh bien, ça consiste cette fois-ci à financer des entreprises via des prêts sans passer par les marchés financiers traditionnels. Et en échange, bien sûr, vous percevrez du coup des intérêts et plus communément, ça s'appelle des coupons. La dette privée, donc bien sûr, c'est un moteur ici de performance complémentaire au fonds en euros. Le fonds en euros constitue finalement le socle de sécurité de votre épargne. L'investissement complémentaire est dans le fonds de dette privée, donc Siena, dette privée défense Europe, ici, afin d'améliorer finalement le rendement sur le long terme. Et l'allocation que nous recommandons effectivement lors de la souscription, c'est 50% fonds en euros, 50% Siena, dette privée, défense Europe, même si bien sûr cela peut être ajusté en fonction de votre profil investisseur. Alors pourquoi cette approche équilibrée? C'est assez simple, tout simplement le fonds en euros jouera la poche sécurisée pour limiter le risque global et apporter effectivement un revenu, un rendement en tout cas stable dans le temps. Et puis le fonds défense, ici, donnera accès à la dette privée et contribuera à la fois bien sûr à la souveraineté européenne en termes de défense, mais en plus offrira un potentiel de performance plus élevé. Et ça, c'est ce que tu as illustré à travers ces quelques minutes. Je conclus, ou presque en tout cas, sur le mécanisme de la performance pour rappeler qu'effectivement, les 5% visés par le fonds, ça donne du 4,20% d'espérance de gain en moyenne sur la durée nette de frais de gestion du contrat et avant, bien sûr, prélèvements sociaux et toute fiscalité. Comment va se passer finalement les fonds? Il y a la période qu'on vit actuellement, c'est-à-dire l'investissement que tu réalises finalement dans les PME, ETI que tu as illustré tout à l'heure. Une fois que passé cette durée d'investissement, donc à peu près 24 mois, on va dire, maximum, on va rentrer dans la phase de perception finalement des coupons. Et puis au fil du temps, effectivement, ces coupons vont venir enrichir le fonds en euros, vont venir effectivement aussi à un moment donné se rembourser les crédits qui vont également venir alimenter chez nous le fonds en euros et les crédits, eux, vont s'amortir, ce qui explique effectivement cette courbe et la hausse finalement du fonds en euros versus la baisse de la poche fonds Siena dette privée au fur et à mesure des remboursements des crédits et de la fin de la perception des coupons, ce qui fait qu'au bout du placement, vous serez intégralement investi au fond en euros. Donc une solution finalement assez sécurisée, en tout cas qui se sécurise dans le temps. Donc finalement, ici, on donne une dimension stratégique à son épargne. Vous pouvez investir dans le fonds donc, à travers le contrat Acte Épargne 2 en gestion libre. Vous pouvez bien sûr modifier soit le mode de gestion actuel de votre contrat, soit en ouvrir un second. C'est tout à fait possible et vous retrouverez bien sûr dans l'email qui rappelle du coup effectivement ce webinaire et vous transmettrez du coup le support que vous pourrez consulter. Vous retrouverez aussi les possibilités qui vous sont offertes en termes de souscription. Les risques, je les rappelle, enfin c'est important. Bien sûr, il n'y a pas de garantie en capital sur ce placement. C'est un fonds de dette privée, donc même si Siena aujourd'hui apporte toutes les mesures de sécurité aux entreprises qui sont financées, ça reste la vie des entreprises. Certaines peuvent faire défaut. Et donc, du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on ne peut pas indiquer de façon pure et stricte que le fonds ne présente pas de perte en capital. Le crédit, bien entendu, peut donc, je le disais, faire défaut et surtout, on peut avoir une question de liquidité. Ici, on va financer des entreprises sur le long terme. Le but n'est pas de retirer cette liquidité, ce qui fait que vous aurez une impossibilité de rachat partiel, et j'insiste bien sur partiel, pendant 5 ans au titre de l'investissement. Vous pourrez racheter passer ces 5 ans, mais le cas échéant, si vous souhaitiez bien sûr racheter l'intégralité du contrat, vous pourriez le faire sans être bloqué. Et c'est la France Mutualiste qui assure la liquidité du coup du contrat en tant que tel. Si vous êtes intéressé et souhaitez souscrire, bien sûr, parlez-en à votre conseiller. Il vous aidera à intégrer ce fonds dans votre contrat en fonction de vos objectifs et de votre situation personnelle. Philippe, on a tenu quasiment le timing, toujours dur avec la technique qui nous a fait légèrement défaut en tout début d'intervention. Je te propose... Et puis c'est difficile aussi avec moi parce que je suis très bavard. C'est vrai, mais je trouve que ça a été. Du coup, on va regarder rapidement s'il y a des questions. Et une question, celle-là, je m'y attendais. En quoi est-ce qu'on se différencie du fonds défense de BPI France? Et BPI France, c'est un fonds défense qui est un fonds de private equity. Soit des participations gérées en direct, soit un fonds de fonds, c'est-à-dire qu'ils investissent dans d'autres fonds, mais en private equity. C'est-à-dire que c'est pour devenir actionnaire et dans des actions non cotées d'entreprises qui peuvent être dans la défense ou dans la chaîne d'approvisionnement de la défense. Nous, on investit en dette. Et on considère que la dette dans la défense a quand même beaucoup de sens.
Parce qu'aujourd'hui, un fonds de private equity, il va acheter ce qu'on appelle un business plan, un plan d'affaires à moyen long terme qui est favorable au secteur de la défense. Mais en 2035, 2036, 37, voilà, quand les armées sont bien équipées, cette activité-là, elle va diminuer. Il faudra remplacer ça par autre chose. Donc, le fonds de private equity, qu'est-ce qu'il achète comme business plan? Qu'est-ce qu'il vend comme business plan à celui qui va racheter l'entreprise dans 5, 6, 7 ans? Avec de la dette, la dette, elle doit être remboursée. Donc, cette question de la sortie ne se pose pas de la même manière lorsque vous prêtez que lorsque vous investissez comme ça de façon concentrée sur un secteur. Je dirais pour compléter et peut-être simplifier aussi, un fonds, donc le fonds de BPI France, et comme certains autres fonds qu'on voit aujourd'hui structurés par des confrères, quand vous êtes en private equity, vous participez, vous montez au capital d'une société et bien sûr, effectivement, dans un moment où elle en a besoin, la question c'est est-ce que cette société finalement va se valoriser dans le temps et surtout quand vous souhaiterez sortir, en tout cas quand le gérant de fonds souhaitera sortir, effectivement, est-ce que cette entreprise pourra, être vendue, est-ce qu'elle sera suffisamment bien valorisée? Là, on est sur un risque qui est bien supérieur à celui qu'on vous présente à travers la dette privée, où là, finalement, on est sur un sujet de financement et de crédit et un prêt qui doit être remboursé sur la principale. Après, le private equity a des promesses de rendement plus élevées, mais un profil de risque également plus élevé. C'est QFD. Le deuxième, c'est les garanties interviennent en premier rang ou en second rang. En premier rang. En premier rang. Donc, c'est hyper important puisque du coup, ça veut dire qu'on est les premiers à être payés. Et même, on fait attention lorsqu'il y a des créanciers potentiellement super privilégiés comme l'État ou les organismes sociaux, à mettre en place des sûretés, des garanties qui passent avant l'État ou les organismes sociaux. Donc ça, c'est quand même un élément qui est également très important dans la sécurisation des investisseurs. Tout à fait. Et je vais prendre une dernière question. Donc, on me reposait la question effectivement de savoir est-ce que les fonds étaient bloqués sur 10 ans. Donc, non, l'horizon de placement est sur 10 ans. Vous ne pourrez pas réaliser de rachat partiel pendant 5 ans, mais vous pourrez bien faire si d'aventure, effectivement, vous aviez besoin des sommes. Et selon, bien sûr, la valorisation de la part de Sienna Dette Privée Défense Europe, vous pourrez faire un rachat total de votre contrat. Mais à noter, et ça c'est important, je ne l'ai pas précisé, et c'est pour ça qu'on recommandait du coup une allocation 50-50, 50% fonds en euros, 50% fonds Sienna Dette Privée, c'est que bien sûr, vous pouvez réaliser à tout moment un rachat sur votre contrat en fonds en euros sans difficulté et rester investi sur l'horizon de placement recommandé, à savoir les 10 ans. Donc après 2 ou 3 ans, le fonds commence à s'amortir et donc à restituer du capital. Tout à fait. Eh bien, mon cher Philippe, on a fini. Je te remercie encore une fois pour ta disponibilité. J'espère que vous avez apprécié du coup ce webinaire de présentation. N'hésitez pas à revenir auprès de vos conseillers. Vous recevrez normalement du coup cette présentation et un replay du webinaire. Et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Merci. Merci.